Et si le pain devenait une arme plus puissante que le pétrole? Imaginez un corridor ferroviaire alimentaire de près de 1200 km, reliant Ouagadougou à l'Atlantique, bâti sans un seul centime d'aide extérieure. Imaginez cette artère d'acier serpentant à travers les terres arides et les villages oubliés, où chaque traversée de rail n'est plus seulement une question de transport, mais un acte de libération. Imaginez le visage d'un enfant voyant pour la première fois un train chargé de grains remplacer les camions militaires ou les convois d'aide étrangères. Pour la première fois, le bruit du moteur n'annonce plus l'attente, mais le retour de l'espoir. Face à des sanctions implacables, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois nations enclavées, ont choisi de s'unir. Ensemble, ils n'ont pas seulement posé des rails, ils ont tracé une nouvelle route vers leur dignité et leur souveraineté. Ce fut un pari risqué, à l'image des grandes révolutions silencieuses de l'histoire. Comme la construction du Transsibérien en Russie, qui a relié des peuples et des ressources sur des milliers de kilomètres malgré les doutes et les obstacles, le corridor du Sahel incarne la volonté de renverser l'ordre établi par la force du collectif. Ce projet soulève une question brûlante. Peut-on nourrir une nation plus vite que le monde peut la punir? Chaque mètre de rail, chaque wagon de grain devient un acte de rébellion contre la dépendance et l'attente imposée. C'est un rappel cinglant de l'histoire de l'Inde sous blocus britannique, où la population dut inventer de nouveaux réseaux clandestins pour survivre. Aujourd'hui, le Sahel ne se contente pas de survivre. Il innove, il s'organise et il montre au monde que la faim peut être combattue par l'ingéniosité locale. Ici, le rail n'est plus un simple outil logistique. Il se fait manifeste de liberté, pari risqué dont l'enjeu est la réécriture de l'histoire africaine. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est laisser d'autres décider du destin du continent. Car historiquement, chaque fois qu'un peuple a repris en main ses moyens de production et de distribution, il a bouleversé l'équilibre des pouvoirs. Le cas du transcontinental américain, qui a permis l'essor de l'Ouest malgré les obstacles géographiques et politiques, résonne aujourd'hui dans le désert du Sahel. Le corridor du Sahel n'est pas qu'un exploit d'ingénierie. C'est la preuve qu'ensemble, on peut transformer la pression en puissance et la survie en souveraineté, sans permission venue d'ailleurs. À l'image du pont aérien de Berlin en 1948, chaque wagon acheminé devient une victoire contre l'isolement économique. Mais ici, ce ne sont pas des avions étrangers qui apportent la nourriture, ce sont les fils et filles du Sahel qui organisent, transportent, distribuent. Mais comment ce pari collectif a-t-il pu naître malgré toutes les embûches? La réponse tient en quelques mots: nécessité, solidarité et créativité. Ces trois ingrédients ont toujours été présents dans les grands moments de bascule historique, de la traversée du désert par les pionniers américains jusqu'au chantier pharaonique d'Égypte. Ici, ils se conjuguent dans une lutte quotidienne pour l'autonomie. Pour comprendre cette épopée, il faut revenir au point de rupture. Tout commence avec une sanction qui bouleverse l'équilibre régional. Comme lors de l'embargo sur Cuba dans les années 60, quand un pays isolé doit réinventer son modèle économique pour survivre, le Sahel a dû transformer le blocus en tremplin. Quand tout se répète « impossible », que font ceux dont la faim gronde? Ils inventent l'impossible. Des agriculteurs du Burkina Faso, privés de semences importées, ont appris à multiplier localement des variétés résistantes à la sécheresse. Des commerçants du Niger, coupés de leur circuit d'approvisionnement, ont mis en place des marchés itinérants le long du tracé ferroviaire, réduisant de moitié les pertes post-récolte. Au carrefour du Sahel, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la faim n'attend ni la pitié, ni les délais des chancelleries étrangères. Face au blocus, privés d'investisseurs venus d'ailleurs, des ingénieurs, agronomes et commerçants se sont réunis dans la poussière des villes et villages. L'idée s'est imposée. Puisque personne ne viendrait, ils devraient devenir leurs propres sauveurs. À l'image des kibboutz israéliens nés dans l'adversité, chaque communauté a trouvé sa part dans le projet. Certains ont offert du bois, d'autres des bras, d'autres enfin des compétences en génie mécanique ou en logistique. Ils ont rejeté les prêts à intérêts toxiques et l'aide conditionnée pour miser sur ce qu'ils contrôlaient. L'or extrait de leurs mines, les taxes sur les produits importés et les récoltes péniblement engrangées. Chaque gramme d'or, chaque sac d'engrais, chaque franc collecté se transformait en briques pour bâtir leur indépendance. Cela rappelle la mobilisation des ressources lors de la construction du barrage d'Assouan, en Égypte, où le peuple a financé une partie de l'ouvrage avec ses propres moyens. Leur pari? Un corridor ferroviaire de près de 1200 km, traversant les frontières, conçu pour relier les greniers, les marchés, contourner les ports fermés et desserrer l'étau du blocus. Plus qu'une voie ferrée, c'était la promesse d'un renversement. Organiser la survie sans attendre la permission du monde.
Pour y parvenir, ils ont étudié les exemples de la ligne Tazara, reliant la Tanzanie à la Zambie, construite dans les années 70 en dehors de l'influence occidentale, et qui a permis à des millions de personnes d'accéder à de nouveaux marchés. Chaque mètre de rail posé, chaque convoi de blé expédié, affirmait une souveraineté nouvelle. Le silence de la dépendance cédait sous le grondement du métal sur la pierre. Comme autrefois la route de la soie reliait peuples et marchandises sans intervention extérieure, le corridor du Sahel tissait ses propres liens. Mais le défi paraissait démesuré. Aucune garantie, ni assurance internationale, ni investisseur pour miser sur un chantier en zone de crise. Les obstacles semblaient insurmontables. Chaque avancée testait la résilience d'un peuple tout entier. À chaque sabotage, chaque retard de livraison, la communauté se serrait les coudes. Des veillées étaient organisées le long des rails pour protéger les travaux. Des campagnes de dons locaux, à l'image des tontines africaines, finançaient l'achat de matériaux. Pourtant, l'inaction menait tout droit à la fin, et la soumission promettait l'effacement. En misant sur leur propre force, ils ont choisi la dignité. Prouver qu'une pression peut devenir puissance, qu'une région peut s'arracher à la dépendance. Ce fut un acte comparable à l'indépendance du Ghana en 1957, première nation africaine à s'émanciper du joug colonial et à tracer un chemin pour les autres. Mais ce pari audacieux, ce choix de l'autonomie, allait provoquer une riposte aussi rapide qu'imprévue, révélant la vraie nature du combat autour du rail du Sahel. Comme pour la construction du canal de Suez, où chaque avancée suscitait des réactions internationales, le monde s'est vite intéressé à ce corridor qui bousculait les équilibres politiques et économiques. Quand les premiers trains sifflent dans la poussière, l'attention du monde se tourne soudain vers le Sahel. Loin d'apporter la paix, cette réussite attire de nouveaux dangers. Les médias étrangers, qui ignoraient jusqu'alors le sort de la région, multiplient les reportages, parfois alarmistes, parfois admiratifs. Les analystes évoquent un nouveau modèle africain, qui pourrait inspirer d'autres peuples enclavés. Plus la pression s'intensifie, plus la résilience du Sahel s'affûte. Chaque sanction occidentale, chaque embargo annoncé, a paradoxalement soufflé sur des braises d'ingéniosité qu'on croyait éteintes. Des restrictions frappent, interdiction d'importer des machines, départ précipité des sociétés européennes et surveillance électronique à la hauteur d'une zone de guerre. Pourtant, le plan des capitales occidentales s'est retourné contre elles. C'est le syndrome du boomerang, déjà observé en Iran, où les sanctions ont accéléré la montée en puissance de l'industrie locale. Au lieu de céder, le Sahel a tissé de nouveaux liens. La Turquie, la Russie, le Kazakhstan, l'Iran, en quelques semaines, ces partenaires ont comblé les vides. Machines neuves, ingénieurs venus transmettre leur savoir, tout s'est mis en place à une vitesse surprenante. À Bobo-Dioulasso, des étudiants réparent des locomotives russes sans mode d'emploi. Dans les garages communautaires, des pièces usées renaissent en solutions adaptées à la poussière et à la chaleur du désert. L'intelligence collective devient la ressource la plus précieuse. Cela rappelle les makers africains, ces jeunes ingénieurs qui recyclent des ordinateurs obsolètes en équipements agricoles. Pour résister à l'étouffement financier, les États sahéliens inventent le Fonds souverain Sahel. Il est nourri d'or, de récoltes et d'une taxe sur chaque objet de luxe importé. Désormais, chaque franc du projet est protégé. Pour la première fois, les rails ne dépendent pas d'une banque étrangère, mais du travail et de la solidarité locale. L'entraide régionale s'incarne en lingots empilés et en sacs de mil partagés. À l'instar du fonds norvégien du pétrole, les ressources ne sont plus dilapidées, mais investies dans le futur collectif. Les effets sont immédiats. Le trajet du grain entre Ouagadougou et l'Atlantique se raccourcit de moitié. Les pertes alimentaires, jadis catastrophiques, sont divisées par presque 4. Plus de réserves, moins de flambée des prix. Le corridor insuffle au Sahel une respiration nouvelle, inespérée depuis les indépendances. Les coopératives agricoles voient d'abord leur chiffre d'affaires doubler en une saison. Les familles, autrefois contraintes à l'exode, retrouvent l'espoir de rester sur leurs terres. Mais le vrai séisme est psychologique. Ici est né le front du pain. Une solidarité farouche où chaque soudeur, chaque conducteur, chaque cultivateur se vit comme partie prenante d'un projet qui refuse la soumission. La fierté n'est plus un slogan, elle s'éprouve à chaque passage de train. Le projet transforme la contrainte en une puissance intime, une souveraineté vécue et partagée. Comme jadis la ceinture de riz au Japon a permis l'autosuffisance alimentaire, le corridor du Sahel devient symbole d'émancipation. L'échec aurait été synonyme de silence, d'effacement, de disparition du Sahel du radar mondial. Au contraire, chaque wagon qui fend le désert redonne au Sahel une voix politique et morale. L'Afrique, spectatrice trop longtemps, s'intitule
au Lechroteraan, s'invite à la table de l'histoire. Ce corridor logistique n'a pas simplement déplacé du grain, il a déplacé les lignes du pouvoir. Il rappelle d'autres basculements comme l'ouverture du canal de Panama qui a déplacé l'axe du commerce mondial. Mais derrière chaque avancée, une question obsède les décideurs. Combien de temps ce fragile équilibre peut-il tenir face aux pressions extérieures ? La prochaine étape va révéler si la résistance du Sahel peut survivre aux tempêtes qui s'annoncent. À l'image de la Corée du Sud, qui a su transformer une économie ruinée en puissance industrielle, le Sahel doit maintenant convertir l'essai. Quand on brise une chaîne, que fait-on du métal ? L'énergie libérée façonne-t-elle de nouveaux mondes ou forge-t-elle d'autres liens, parfois invisibles ? Ce dilemme hante tous les grands moments de transition. Après la chute du mur de Berlin, l'Europe a dû réinventer ses frontières et ses solidarités. Le Sahel, lui aussi, doit transformer la conquête logistique en révolution sociale. Le corridor ferroviaire alimentaire déclenche une réaction en chaîne. À peine posé, le rail attire l'attention. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger deviennent l'objet de toutes les convoitises. Une coalition sud-sud embryonnaire se forme, rêvant de mutualiser les savoir-faire logistiques du continent. L'indépendance, la résilience et l'action collective deviennent le nouvel horizon commun. Des délégations du Sénégal, du Tchad ou du Bénin viennent étudier le modèle pour l'adapter à leur propre réalité. Très vite, le commerce régional se recompose. Les prix du mil et du maïs cessent de fluctuer au gré des crises. À Bamako comme à Niamey, les marchés retrouvent une stabilité oubliée depuis des décennies. Les commerçants, désormais, fixent leur propre calendrier. La fin recule d'un pas décisif. Les échanges s'émancipent de la tutelle étrangère, réécrivant les règles du jeu. Les coopératives féminines, jusque-là marginalisées, prennent une place centrale dans la distribution alimentaire. Mais la mutation la plus marquante est ailleurs. Dans les rues, la fierté collective se mue en exigence citoyenne. Des collectifs émergent, réclamant transparence et intégrité. Sous la surveillance populaire, la corruption recule brutalement. Chaque cargaison, chaque embauche sur la ligne doit désormais rendre des comptes. Le projet, devenu symbole, insuffle un sursaut civique dans tout le Sahel. On assiste à la naissance d'une démocratie de la logistique, où la gestion des flux devient affaire de tous. Pourtant, aucun élan n'est sans péril. Des drones venus d'ailleurs scrutent la voie ferrée. Les ambassades occidentales murmurent leur inquiétude face à la montée de l'influence russe. Les ONG s'inquiètent d'un possible contournement des normes internationales. L'indépendance attire autant qu'elle dérange. Nul ne sait qui, demain, cherchera à s'emparer du rail pour ses propres intérêts. Comme lors de la nationalisation du canal de Suez, le corridor du Sahel devient un objet de rivalité géopolitique. Quand un modèle rompt les chaînes anciennes, peut-il échapper à de nouveaux maîtres ? Cette souveraineté logistique, encore fragile, résistera-t-elle au temps ou deviendra-t-elle un nouvel étalon de puissance africaine ? L'histoire du Japon, qui a su conserver son autonomie après l'ère Meiji, montre que la vigilance permanente est la clé de la pérennité. Plus profondément, le rail peut-il libérer les sociétés de leurs propres frontières mentales ? Reliera-t-il non seulement les stocks et les marchés, mais aussi les peuples et leurs rêves ? Cette voie d'acier, née de la faim, saura-t-elle un jour unir tout un continent autour d'une même promesse, garantir à chacun le droit de manger à sa faim sans permission de l'extérieur ? Comme la route transamazonienne au Brésil, le corridor du Sahel ouvre la voie à une intégration continentale. Devant cette transformation, la tentation serait de proclamer victoire. Mais la vraie question pour l'Afrique et au-delà reste à inventer. Comment faire de cette expérience un modèle vivant, reproductible par toutes les nations en quête de souveraineté ? Il s'agit désormais d'éviter l'erreur commise par bien des pays émergents, croire que l'infrastructure suffit. Le défi est d'ancrer dans le quotidien la logique d'autonomie, d'investissement local, de contrôle citoyen. La réponse ne surgira ni des chancelleries, ni des manuels. Elle se façonnera sur les rails au fil des choix quotidiens et des luttes à venir. Comme pour la révolution verte en Asie, chaque saison, chaque récolte, chaque innovation comptera. Ce sont les agriculteurs, les techniciens, les commerçants et surtout la jeunesse qui écriront la suite. Ce n'est pas une histoire de rails, mais de passage de témoins. Car la véritable révolution ne s'évalue pas en kilomètres d'acier, mais dans ce qui change chaque matin, lorsque la faim recule et que l'espoir s'installe. Cela se mesure dans le sourire d'une mère qui peut nourrir ses enfants, dans l'enthousiasme d'un jeune diplômé qui choisit de rester pour bâtir au lieu de partir. Au Sahel, le corridor a bouleversé la vie quotidienne. Des dizaines de milliers d'emplois ont émergé là où ne subsistait encore que l'attente et la fatigue.
Les greniers se sont remplis et pour la première fois depuis des décennies, la confiance a rallumé les villages. Le pain n'est plus une promesse, il est devenu une preuve tangible. On assiste à la réouverture d'écoles fermées, à la création de nouvelles coopératives, à l'émergence de start-up logistiques. Cette souveraineté nouvelle ne s'est pas décidée dans les palais, mais dans le ventre du peuple. Le pouvoir ne descend plus du sommet, il se construit au rythme des semailles et des convois. À présent, le peuple tient à nouveau son destin, et cela se voit dans chaque geste quotidien. Les anciens transmettent leur savoir, les jeunes innovent. Des concours d'innovation sont organisés pour améliorer l'efficacité des wagons ou la préservation des grains. À l'étranger, le corridor a surpris, parfois fasciné, souvent inquiété. Dans les chancelleries, on parle d'un précédent Sahel, un modèle à examiner, voire à redouter. Car ce chemin de fer, né sans permission, a prouvé qu'un pays pouvait contourner les vieux circuits et imposer sa cadence au monde. Des analystes en logistique sud-américains et asiatiques commencent à étudier le modèle pour inspirer leur propre corridor. Ce modèle inédit porte un nom, la doctrine Burkina. C'est une autonomie désormais irréversible, car elle ne dépend ni d'un bailleur, ni d'un chef lointain, mais de la capacité d'un peuple à transformer la contrainte en ressource, à tracer sa route sans demander la voie. Accès à la nourriture, à l'emploi, à la mobilité, tout a été redéfini, ouvrant des portes longtemps verrouillées. Un nouveau lexique émerge où corridor rime avec de solidarité et fierté. Mais la victoire la plus précieuse s'appelle transmission. Jadis, le rêve de beaucoup était de partir. Aujourd'hui, pour la première fois, la jeunesse parle de rester, de construire, de transmettre. Là où le silence cachait la honte, la fierté éclaire les visages. C'est nous qui l'avons bâti. Les écoles techniques intègrent désormais des modules sur la maintenance ferroviaire. Les universités africaines envoient leurs étudiants sur le terrain. Pourtant, ce nouvel équilibre reste fragile. Si souveraineté et autonomie ne sont pas défendues, l'ancien cycle de dépendance pourrait renaître. Mais si ces valeurs s'enracinent, elles pourraient transformer le destin d'une génération entière. À chaque session parlementaire, les élus débattent de l'avenir du corridor, preuve que la société civile s'est emparée du projet. Reste une question adressée à chacun. Que ferons-nous de cet héritage, maintenant que la route est ouverte ? La transmission du flambeau est à la portée de tous. Enseignants, commerçants, ingénieurs, agriculteurs, il suffit d'expliquer à un enfant ce que symbolise le rail, ou d'encourager une initiative locale. Ainsi, le corridor continuera de vivre, bien au-delà de ses wagons. Derrière cette réussite, des tensions grondent encore, car tout le monde n'accepte pas ce nouvel ordre. Certains rêvent déjà de reprendre le contrôle, d'imposer à nouveau leur rythme. D'autres, au contraire, cherchent à étendre le modèle. Une délégation du Ghana étudie déjà la possibilité d'un corridor logistique transafricain reliant l'Atlantique à la mer Rouge. L'histoire n'attend personne. Saurez-vous, vous aussi, garder le feu ? C'est le défi de chaque génération. Transformer l'héritage en départ, l'expérience en modèle, le rêve en action. Car la souveraineté ne se conserve pas. Elle se cultive, elle se défend, elle se transmet. À vous de jouer, à vous d'inventer la suite. Dès l'origine, ce corridor ferroviaire n'était pas qu'une infrastructure. C'était une promesse audacieuse, transformer la contrainte en puissance, la survie en souveraineté. Chaque train parti du désert, chaque cargaison de mil ou de sorgho vers le cœur du Sahel sonnait comme une victoire tactique contre l'attente, la dépendance, le récit dicté d'ailleurs. L'histoire retiendra le jour où le Sahel s'est levé pour écrire sa propre page, comme l'ont fait d'autres peuples avant lui. Face aux sanctions, 3 nations ont refusé d'être effacées, Burkina Faso, Mali, Niger. Ensemble, elles ont forgé une alliance puisée dans l'histoire partagée et une fierté retrouvée. Elles n'ont pas bâti qu'un train. Elles ont tracé un sillon pour des générations entières. Comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ce modèle né de l'épreuve dépasse l'Afrique. Il rappelle à tous que les chaînes de la dépendance ne tiennent que tant qu'on laisse l'espoir mourir. Reconnaître cette victoire, c'est rompre le silence. La défendre, c'est refuser que l'avenir se décide ailleurs. La transmettre, c'est ouvrir la voie à 100 renaissances, du Sahel à chaque terre qui doute encore. Ce corridor est un appel à l'audace pour chaque peuple qui, un jour, devra choisir entre attendre et agir. Ignorer ce moment, c'est laisser l'avenir filer entre nos doigts, accepter que la résignation supplante la création. Mais s'en emparer, c'est choisir de rallumer le feu, celui qui, d'un simple tracé de rail, a fait naître un modèle, un symbole, une dignité retrouvée. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait.
Aujourd'hui, la boucle se referme. Le rail n'est plus une ligne sur une carte. Il est devenu veine battante, mémoire vivante, appel à l'action. Chacun peut faire vivre ce flambeau en racontant, en défendant, en propageant l'histoire. Il suffit d'un mot, d'un geste, d'un engagement quotidien pour que le corridor du Sahel inspire demain d'autres continents, d'autres luttes, d'autres rêves. Alors la question n'est plus seulement peut-on nourrir une nation plus vite qu'elle n'est punie, mais bien qui demain aura le courage d'inventer à son tour, de défier l'impossible et de transmettre le feu. La réponse appartient à chacun de nous. À vous, à moi, à la jeunesse du continent, aux bâtisseurs de l'avenir.